Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne dédiée à l'innovation et aux questions du numérique. Aujourd'hui, on va parler de la mode, on va s'intéresser à la fripe, on va s'intéresser au luxe et même au luxe de seconde main qui fait l'actualité. On a des sites de vente d'occasion qui sont en croissance fulgurante. Alors on va commencer par s'intéresser au début de l'histoire de ces sites qui vendent de la fripe, de la mode. Avec Marwan El Fites de Station F, on va voir comment ces startups apprennent à grandir dans un campus comme Station F. Et puis ensuite, on aura un plateau qui rassemblera quelques-unes des grandes marques de ce marché des ventes de l'occasion. On aura Vinted, Celency ou encore la bourse aux livres. Ils nous raconteront comment ça se passe côté coulisses, quels sont leurs modèles économiques et leurs modes de fonctionnement. Et puis ce sera l'heure de notre rendez-vous Game Business. Là, on va s'intéresser à la publicité et à son acceptabilité auprès des gamers. On conclura par une innovation. Il s'agira d'une prothèse bionique dotée d'une intelligence artificielle très prometteuse. Mais tout de suite, place à la séquence Launchpad. Le Launchpad, c'est cette séquence où l'on découvre le monde des startups côté coulisses et c'est Marwan El Fites chaque semaine qui nous offre un regard sur ce qu'il se passe de plus important sur le plus grand campus de startups d'Europe. Bonjour Marwan déjà. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir un des programmes startup de Station F qui est dédié à l'univers du luxe. Dans cet univers, on trouve plusieurs secteurs, celui des vins et spiritueux, on trouve les parfums, les cosmétiques, les montres, la joaillerie, ou encore la mode et même le luxe de seconde main. Oui, en effet, oui. Vous en avez parlé, hein, donc l'une des startups dont on parle pas mal aujourd'hui, en tout cas en France, dans l'écosystème français, c'est Vestiaire Collective, qui est la dernière née des licornes françaises. Donc c'est une startup valorisée à plus d'1 milliard, qui est l'un des leaders dans le domaine, qui vient d'opérer une opération de près de 178 millions d'euros de levée, ce qui est colossal. Et donc l'un des leaders du marché de seconde main. Nouvelle licorne française. Nouvelle licorne française qui n'est pas sur de la donnée, qui n'est pas sur du SaaS, qui est vraiment sur ce marché de la seconde main et sur la mode. Alors, cette industrie du luxe avec la technologie, c'est un mariage tardif, selon vous? Récent, en tout cas? Plus que récent, parce qu'en fait, dans l'industrie du luxe, elle doit constamment se renouveler. Donc forcément, la technologie est un des piliers pour se renouveler. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas parler de mode sans parler de vente en ligne, sans parler de lutte contre la contrefaçon, sans parler de ce genre de sujet, ou aussi des préoccupations de la nouvelle génération Z, quand on parle de marché de seconde main notamment. Il y a pas mal de nouveaux consommateurs qui veulent aujourd'hui consommer différemment. Donc forcément, la tech est l'un des piliers pour changer tout ça. On va parler donc d'un programme en particulier, celui de LVMH à Station F. Déjà, première question, de quelle façon et pourquoi aussi ils sont arrivés dans ce campus de start-up? Alors, le groupe LVMH, vous avez cité les secteurs du luxe aujourd'hui, c'est peut-être même le seul acteur qui est présent sur tous ces domaines, la joaillerie, distribution, mode, cosmétique. C'est un groupe très très important, c'est tout simplement le numéro 1 mondial. Un groupe qui réalise près de 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, plus de 160 000 collaborateurs, et qui doit du coup maintenir cette relation entre la modernité, notamment les nouvelles technologies, et la tradition. Le groupe LVMH, c'est près de 75 maisons, donc 75 marques, vins spiritueux, mode et autres, les marques qu'on connaît tous. Et comment on assure ce dialogue entre ces marques qui ont parfois plusieurs siècles, notamment dans les marques de vins spiritueux, et la modernité. Et donc il y a une équipe qui est au sein du groupe LVMH, qui est l'équipe Open Innovation, qui porte ce dialogue entre la modernité et la tradition, et qui notamment porte le programme La Maison des Startups, c'est le nom de ce beau programme, à Station F depuis avril 2018. D'accord. Et alors, en quoi consiste ce programme? Est-ce que vous pouvez nous en présenter les grandes lignes? Tout simplement, on avait parlé il y a quelques semaines du groupe Ubisoft, du programme Ubisoft à Station F, qui avait un objet de prospective. Alors ici, l'objet de la maison des startups de LVMH à Station F est double. C'est donc, comme je le disais, instaurer ce dialogue entre les différentes marques et les nouvelles technologies. Vous êtes une marque du groupe LVMH, vous êtes invité à vous rendre à Station F et à aller découvrir des startups pour vous inspirer tout simplement, et aussi collaborer. Donc ces startups que vous allez retrouver dans le programme vont permettre de répondre à des besoins, à des challenges que les grandes marques du groupe LVMH vont rencontrer. Et donc elles sont sélectionnées, c'est LVMH qui choisit son pool de startups, c'est chaque année? C'est tous les 6 mois, donc par an on parle de 50 startups accompagnées par le groupe LVMH, 25 tous les 6 mois. Qui ne travaillent pas forcément pour le groupe, qui ont des projets à elles. Elles sont indépendantes, elles ont leur propre projet, mais leur business répond à des problématiques identifiées au sein des marques du groupe LVMH. Et ensuite, tout le travail que vous devez effectuer, c'est cette mise en relation, vous, Marwan, entre ces startups et les marques du groupe? Alors, c'est l'équipe LVMH qui est indépendante là-dessus, qui est indépendante dans sa sélection. Et c'est cette équipe LVMH qui va animer le programme et qui va entraîner ces rencontres entre les marques
et les startups et identifier du coup des éléments de collaboration. Et vous les accompagnez là-dessus ? Comment vous interagissez en tant que campus ? C'est pas juste un local que vous louez. En fait, lorsque vous êtes une startup accompagnée par un programme, vous allez avoir 2 couches d'accompagnement. Vous allez avoir votre programme avec ses propres missions. Donc, vous êtes une startup accompagnée par LVMH. L'opportunité que vous allez avoir, c'est de pouvoir travailler avec des marques historiques, iconiques, et avoir un test ou une solution en production grandeur nature. Et l'autre couche, c'est la couche campus Station F. Vous allez avoir pas mal de ressources partagées, rencontres avec des fonds d'investissement, des solutions mises à disposition, des workshops généralistes qui vont permettre aussi d'avancer. Double couche. Très bien. Et quels sont les résultats alors ? Alors, pas mal de collaborations. Donc, il y a une question de dialogue où les maisons du groupe viennent rencontrer. On parle de milliers de discussions qui ont lieu depuis 2018. Et puis des collaborations concrètes, donc des mises en production de solutions où des startups ont collaboré sur des problématiques réelles de ces marques. Donc, par exemple, une solution comme Replica Software, qui est une solution de plateforme de social selling qui permet à des personnels de vente ou à des influenceurs d'influencer leur marque, leur communauté, et de pouvoir entraîner des ventes en ligne. Donc, Replica a pu collaborer avec notamment Sephora, qui est l'une des maisons du groupe LVMH, qui permet finalement à leur personnel de vente de ne pas uniquement se reposer sur leur magasin physique, mais aussi de pouvoir vendre en ligne et toucher des commissions en ligne. Donc, comment on accompagne la transformation de magasins physiques en vente digitale. On a aussi une autre solution qui s'appelle Acméon, qui est un SaaS qui permet de gérer ses communications et ses relations avec ses utilisateurs sur les réseaux sociaux. Acméon a travaillé avec différentes marques du groupe LVMH, donc Hublot notamment ou Dior. Vous prenez Dior, c'est l'une des marques les plus suivies sur les réseaux sociaux. On parle de 30 millions de followers sur Instagram. Comment vous gérez cette relation, cette communication avec vos followers, avec vos clients ? Acméon permet de tout centraliser sur une plateforme et de pouvoir répondre en direct et d'orienter les demandes à l'intérieur du groupe. Alors là, ce sont des marques très B2B, donc on ne connaît pas forcément. Est-ce qu'il y a des success stories, des startups du luxe qui sont passées chez vous ? On peut avoir notamment une startup qui s'appelle Chronoscare, qui est passée par le groupe LVMH, qui réinvente la logistique ou l'expérience d'après achat sur le site. Vous avez souvent une super expérience avant d'acheter, et puis une fois que vous achetez, l'expérience est moins bonne. Ils se sont concentrés sur l'expérience d'après-achat, sur la relation avec la livraison de votre colis notamment. Ils ont été rachetés. Ils ont été rachetés il y a 2 ans, donc ça fait partie de ces beaux exits qu'on a pu avoir à Station F. C'est un exemple parmi pas mal de startups. On n'a plus beaucoup de temps, juste terminer sur peut-être c'est l'appel à candidature, mais c'était tous les 6 mois. Exactement, donc fin mars, je vous invite à vous rendre sur le site de la maison des startups de LVMH. Pas mal de projets qui sont attendus, les startups qui arrivent à réinventer la relation à l'expérience d'achat notamment, la relation avec les données, la relation avec l'impact social et environnemental et l'impact des employés notamment en magasin sont des solutions assez attendues. Ok, voilà, un appel lancé auprès de tous ceux qui ont des projets dans cet univers du luxe. On continue à s'intéresser à la mode, à la fripe, et cette fois, on va découvrir les coulisses des sites de seconde main. Sur ce marché de seconde main, nous avons désormais une nouvelle licorne française. On en parlait à l'instant. C'est le pionnier de la vente en ligne de seconde main, Vestiaire Collective, qui est devenu cette licorne à l'occasion d'une levée de fonds de 178 millions d'euros, à laquelle ont participé des groupes comme Kering ou encore Tiger Global Management et les actionnaires historiques. Alors, ce qui m'intéressait de mettre en introduction de ce talk, c'est cette phrase de Vestiaire Collective qui dit que la part des pièces de seconde main dans la garde-robe des particuliers serait de 21% en 2021, avec une croissance promise encore exceptionnelle pour les années à venir. On va parler de ce marché de seconde main avec Florian Auban, directeur des opérations chez Celency, qui est un site connu pour ceux qui achètent et vendent des belles pièces de mobilier et de décoration de seconde main. Et puis on a également en plateau Alexandre Talandier, cofondateur et président de la Bourse aux Livres, qui est une plateforme de dépôt-vente qui offre une seconde vie aux livres, on l'aura bien compris. Et puis en visio, avec nous, nous avons Natacha Blanchard, qui est directrice de la communication chez Vinted. Alors Vinted, la célèbre place de marché où se revendent des articles et accessoires de mode d'occasion. Il faut savoir que Vinted a été créé en Lituanie en 2008, arrivé en France en 2013, mais c'est plus récemment que Vinted a connu son succès. Et en 2019, elle est devenue, la première licorne de Lituanie. Alors, je voudrais qu'on commence peut-être par donner quelques chiffres sur vos activités pour qu'on comprenne bien aujourd'hui ce que vous représentez. Qui veut commencer ? Tu veux aller ? Ouais. Ok, Alexandre.
Alors donc nous donc la Bourse La aux Bourse aux livres, livres, ouais. cette plateforme de dépôt-vente qui est dédiée aux livres d'occasion. On a lancé le projet en janvier 2020. C'est là où l'application a vu le jour et où on a commencé à collecter et revendre nos premiers livres pour nos vendeurs, nos utilisateurs. Et entre ce lancement et aujourd'hui, on a revalorisé plus de 200 000 livres et on en a collecté 390 000 à peu près. D'accord. Vous communiquez aussi sur le nombre de transactions? Alors sur le nombre de transactions, il faut savoir que la plupart des livres que nous vendons pour nos utilisateurs sont vendus à l'unité, puisqu'on vend sur tous les canaux qui sont disponibles pour maximiser les possibilités de revente. Donc à la fois sur notre boutique qui est dédiée aux livres d'occasion, mais aussi sur plein d'autres canaux, notamment Fnac, Rakuten, Amazon, tous les endroits en fait où les Français ont leurs habitudes de consommation pour permettre à un maximum de personnes d'accéder à ce marché de l'occasion. Et d'ailleurs, c'est la mission que nous, on s'est donnée, c'est vraiment de normaliser la consommation d'occasion auprès des Français sur le livre, pas remplacer le neuf parce qu'on en a besoin, mais au moins faire en sorte que ça devienne normal. Votre histoire est partie de 3 fondateurs, dont vous faites partie. Aujourd'hui, on trouve combien de personnes dans l'arrière-boutique? Alors aujourd'hui, dans l'arrière-boutique, nous sommes 9 personnes avec lesquelles on arrive à réceptionner et mettre en vente plusieurs milliers de livres chaque jour. Mais il faut savoir qu'on travaille aussi avec une société logistique dont c'est le métier, sur laquelle on s'appuie, un partenaire qui nous permet de stocker aujourd'hui plus de 120 000 livres qui sont dans nos entrepôts et qui sont disponibles à l'achat. Alors, on reparlera de cette question de logistique. Florian, quelques chiffres majeurs qui permettent de comprendre un peu qui vous êtes aujourd'hui, Celency? Oui, alors nous, donc on a été lancé il y a 6 ans aujourd'hui, et là les derniers chiffres, donc on multiplie par 2 tous nos indicateurs sur les dernières années. Ça peut être de notre sourcing, donc la supply, donc tous les produits qui arrivent sur le site. Aujourd'hui, on a un catalogue d'à peu près 230 000 produits, donc on a des dizaines de milliers de sourceurs, de listeurs, donc des vendeurs professionnels et particuliers. Et en volume d'affaires, on fait là sur des journées classiques une transaction toutes les 2 minutes, on va dire, toutes les 1 à 2 minutes. Celency, c'est français? C'est français, ouais, 100% français. Mais vous avez une activité européenne? Exactement. Donc ça reste majoritairement en France aujourd'hui, nos transactions, 80-90% en France, mais on a déjà un développement sur le Benelux, un petit peu en Allemagne, au UK, et notamment côté supply aussi, on a de plus en plus de vendeurs dans donc Pays-Bas, Belgique et Allemagne aussi. Et donc même question, les équipes, quel est l'effectif derrière Celency? Une 50aine de personnes aujourd'hui, donc ça reste aussi encore à taille humaine par rapport au volume qu'on fait, et ça on en est très content. Ouais. On est basé dans le 9e arrondissement à Paris, donc des équipes à la fois techniques, opérations, il y a un gros pôle opération pour gérer le service client et une partie de nos livraisons, équipe commerciale, équipe communication et une équipe plus finance et une équipe aussi retail maintenant où on a des corners, que ce soit au BHV dans le Marais, au Monoprix à Montparnasse et dans un mois aux Galeries Lafayette aussi, donc là aussi une petite équipe qui gère ça. Donc on passe de 9 à une 50aine de personnes. On va voir avec Natacha Blanchard ce qu'il en est pour Vinted. Parlez-nous un peu de la dimension, de la taille qu'a pris Vinted. Oui, alors comme vous l'avez mentionné, Vinted, ça a été créé en Lituanie il y a à peu près une douzaine d'années maintenant. Actuellement, on est présent sur 13 marchés, dont 12 en Europe. Et voilà, sur l'ensemble des marchés européens, on compte un total actuellement d'un peu plus de 37 millions d'utilisateurs. Il faut savoir que sur ces 37 millions, il y en a un peu plus de 16 millions qui sont français, qui viennent de France. Donc c'est vraiment un marché important, c'est même le premier marché actuellement. On estime aussi, par exemple, sur la plateforme française, que les gens vont à peu près acheter en moyenne, on va dire, 17 articles de seconde main sur Vinted par an. Donc voilà, c'est à peu près les chiffres. Et au niveau entreprise, on compte actuellement plus de 600 collaborateurs à travers nos différents bureaux. Oui, donc là, on est à une dimension quand même assez impressionnante. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur la France, pourquoi le marché français est devenu le premier marché de Vinted ? Oui, je pense que ça a été aussi une surprise, même en interne, quand il y a eu quelques changements qui ont été faits dans l'entreprise. Voilà, vous voyez Thomas, qui est notre CEO, qui a rejoint l'entreprise en 2016, à une époque où financièrement, il y avait un peu des difficultés et où il y a eu un changement dans le modèle qui est appliqué et qui s'est avéré très attractif aussi pour les utilisateurs. Donc, on a vu vraiment
une augmentation, une croissance avec une proposition pour les utilisateurs qui était vraiment très intéressante, en l'occurrence par exemple par le retrait, l'absence de frais pour les vendeurs. Et oui, la France, effectivement... Oui, ça c'est valable pour tous les pays. Pourquoi la France a été plus réceptive ? Parce que la France, je pense, avait vraiment déjà une conscience aussi autour, peut-être tout simplement l'intérêt aussi pour la mode, qui fait partie de la culture, mais aussi tout simplement par cette conscience, cette prise de conscience autour de la seconde main, tant d'un point de vue économique, financier, que d'un point de vue aspect écologique. Il y avait peut-être un secteur aussi à bousculer avec la seconde main. Parce que là, en fait, on arrive dans une situation avec la crise sanitaire où il y a une sorte de prise de conscience de la surconsommation. Alors, il y a aussi le fait qu'on est coincé chez nous et qu'on achète plus facilement en ligne. Il y a peut-être une baisse de pouvoir d'achat. Comment vous expliquez ce succès phénoménal, fulgurant de la seconde main ? Alors, il y a beaucoup de raisons. Florian, Des raisons, on va dire, je pense, plus anciennes qui ont été accélérées avec la crise notamment, et des nouvelles mouvances. Si je commence par les raisons, je pense les plus anciennes. En fait, avant la seconde main, déjà on parlait plutôt d'occasion. C'était un peu moins sympa, un peu moins tendance qu'aujourd'hui. Et je pense que c'était très orienté sur le côté financier. On cherchait vraiment à faire la bonne affaire avec de l'occasion. On n'avait pas le budget forcément pour acheter des pièces neuves. Donc on allait se tourner vers l'occasion pour l'achat. Parce que sur Celency, les prix ne sont pas forcément très bas. Finalement. Alors il y a tout, la gamme ça va de 5 € à 5 000 € si vous voulez des pièces signées, mais il y en a une gamme totalement complète qui permet d'adresser tous les budgets. Mais en tout cas ça, je veux dire, c'était les raisons un peu d'avant, et même côté vendeur, on cherchait aussi à aller sur la seconde main, sur l'occasion même plutôt, pour avoir un peu d'argent, pour acheter une pièce éventuellement pour remplacer après avec un peu plus de budget. Ça c'était avant, mais ça restait compliqué d'accéder à la seconde main, donc à l'occasion, parce qu'il n'y avait pas de facilitateurs comme le sont aujourd'hui Vinted, Celency ou la Bourse aux Livres, et c'était compliqué. Aujourd'hui à un clic on peut ajouter un produit sur Internet et le vendre 2 ou 3 jours après. Donc le digital et l'e-commerce, vous en parliez, a quand même vachement accéléré cette tendance de la seconde main aujourd'hui. Et après, les deux tendances de fond, vous parliez du côté écologique, je pense que c'est clé, et il y a une vraie prise de conscience depuis plusieurs années et encore plus en 2020. Les gens maintenant se tournent vers des pièces qui riment avec durabilité, responsabilité. Ils veulent des pièces qui ont du sens. Et donc ça, c'est vraiment faciliter les choses. Et la dernière, c'est peut-être aussi le fait qu'avec la seconde main et le digital, on a accès à des offres pléthoriques, quasi illimitées. On ne se restreint pas à la collection de l'année en cours. Et donc ça permet aussi à notre personnalité, à notre singularité de s'exprimer avec des pièces qui nous ressemblent beaucoup plus, vu que le catalogue est beaucoup plus large. Et qui ont une histoire. Sur les livres, c'est un petit peu différent, non ? J'imagine les motivations de ce marché de seconde main. Sur les livres, c'est très particulier parce que c'est un marché, avant même sa digitalisation, qui était très démocratisé pour l'occasion. Ouais. On a tous en tête le bouquiniste, la brocante, la bourse aux livres même dans son école ou son université. C'est quelque chose qui a toujours été très répandu. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes effectivement de digitalisation de ces marchés-là, et particulièrement sur le livre, puisque c'est un marché qui était, à part quelques acteurs spécifiques, notamment Giberjeune, très fragmenté. Et donc ça fait que comme c'est un marché très fragmenté, la plupart des acteurs sont des acteurs individuels, particuliers, locaux. Et le fait qu'on ait aujourd'hui des acteurs digitaux, ça permet justement d'accéder à un catalogue qui va être très large. Ça vous a pas inquiété, vous, la fermeture de Giberjeune ? Je pense que c'est une question plutôt de modèle que de place dans l'écosystème, parce que le marché du livre d'occasion, les derniers chiffres qui sont tombés, ceux de Xerfi, sur 2020, il est estimé à 890 millions d'euros, donc 11% de croissance par rapport à l'année précédente. Donc c'est un marché qui est juste gigantesque et dans lequel le plus grand acteur français fait moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment dans un marché qui est très 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 profond, sur lequel il y a énormément de place, et où là maintenant l'intérêt, c'est d'apporter des références, une structure pour permettre à tous les acteurs qui souhaitent y accéder de le faire, que ce soit des particuliers, mais même nous de notre côté on travaille de plus en plus avec des professionnels, que ce soit des associations, que ce soit des bibliothèques d'entreprise, que ce soit des collectivités, pour leur permettre justement d'avoir une gestion plus responsable de leur bibliothèque, de leurs livres, que ce soit à la vente ou même à l'achat. Les éditeurs aussi travaillent avec vous ? Alors, on ne travaille pas encore avec des éditeurs. Je pense qu'il y a vraiment une recherche de modèles sur ce qui est possible de faire avec des éditeurs. Parce que, évidemment,
Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a besoin du neuf pour faire de l'occasion, et ça c'est dans toutes les verticales produits. Et c'est évident que sur le livre, les créateurs sont pour beaucoup des créateurs qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui ont parfois du mal à vivre de leur création, et donc de voir un marché de l'occasion florissant, et ben pour eux, c'est vrai ils passent à côté d'un petit peu de valeur, mais c'est comme ça dans tous les marchés. Donc là, l'intérêt c'est d'essayer de trouver un modèle. Ça c'est important, oui. L'occasion ne se substitue pas au neuf. Hein. Natacha Blanchard, j'aimerais bien qu'on avance un petit peu plus dans les coulisses de Vinted, comprendre votre modèle économique. Oui, sans problème. Donc comme je vous l'ai expliqué, on est une plateforme en fait de particulier à particulier. Donc nous, on est vraiment là pour mettre en relation des gens, tout simplement, qui souvent sur la plateforme sont à la fois acheteurs et vendeurs. Donc ils maintiennent vraiment la circularité aussi que l'on souhaite avoir au sein de la plateforme. On propose de toutefois des services vraiment supplémentaires pour faciliter ces échanges et faciliter ces transactions. Ce qui fait que sur la plateforme, par exemple, on a implémenté un système de paiement intégré et sécurisé qui fait vraiment en sorte qu'on n'ait pas à échanger des données personnelles entre utilisateurs. Il y a aussi un système de proposition d'envoi. On travaille avec plusieurs partenaires de transport pour pouvoir offrir différentes options. Et pour tous ces services, il y a du coup des frais qui sont appliqués à l'acheteur et pas au vendeur. Donc ça, c'est une partie aussi de notre modèle économique. À côté de ça, on a aussi des options qui sont payantes. Par exemple, si un utilisateur souhaite apporter plus de visibilité aussi à ses produits. Donc c'est aussi une partie du modèle économique. Et puis à côté de ça, on travaille aussi un peu avec des publicités qui sont intégrées sur l'application. Donc tout ça forme actuellement le modèle économique de Vinted, avec bien sûr des gros investisseurs derrière qui nous soutiennent, qui croient vraiment aussi au projet, à la mission que s'est donné Vinted de vraiment démocratiser cet accès à la seconde main, cet accès à l'économie circulaire dans le secteur de la mode. Pour l'instant, on n'a pas de GAFA, on n'a pas de géants qui viennent sur ce marché en France. Est-ce que vous êtes inquiet de l'intérêt que ça peut susciter chez Celency, par exemple? Non, pas spécialement. C'est vraiment très local, il faut avoir une spécificité locale sur ces marchés? Je pense que l'occasion... Sur le livre, on pense à Amazon tout de suite. Mais... Alors, sur tous les produits Amazon, mais je pense qu'il y a une spécificité dans l'occasion qui demande quand même une certaine expertise. Il y a un très très gros point aujourd'hui qui fait que l'occasion est aussi accessible, c'est qu'il y a des tiers de confiance qui sont capables, comme Celency le fait ou la Bourse aux Livres, d'expertiser justement le produit et de garantir à l'acheteur la qualité de ce qu'il va acheter. Et ça d'ailleurs, ça conforte le fait que les gens peuvent acheter en toute sérénité au jour de l'occasion parce qu'ils savent à quelle qualité s'attendre. Et Back Market fait la même chose, plein d'autres acteurs font la même chose. On peut vous trouver d'ailleurs sur Amazon? Bien sûr, nous on est partout là où les gens veulent acheter de l'occasion. Et je pense que les acteurs traditionnels, les géants, si je puis dire, de l'Internet, quand on pense aux GAFA par exemple, sur ceux qui ont une capacité opérationnelle comme Amazon, l'occasion, ça demande beaucoup d'investissement face à ce qui leur rapporte de l'argent aujourd'hui, des activités comme du serveur ou des activités IT qui sont beaucoup plus rentables et qui demandent beaucoup moins d'investissement opérationnel. Une réaction? Je suis totalement d'accord sur ça. Et le côté service, on en parlait juste avant avec Alexandre, il est clé. Et c'est pour ça qu'il faut être hyper proche avec des équipes humaines qui vont accompagner et rassurer les utilisateurs. C'est que comme ça qu'ils auront confiance en la seconde main sur Internet. Nous, le service, la livraison, c'est quand même assez cœur chez Celency. Quand on parle de gros mobilier, là, on a développé une expertise terrain depuis 6 ans en tissant un réseau de partenaires, donc vraiment très terrain, pour permettre de faire l'enlèvement de votre armoire au 7e étage d'un immeuble haussmannien pour la livrer quelques jours après dans votre chalet à Chamonix. Donc c'est des choses assez complexes et que les GAFA ne peuvent pas gérer de manière 100% automatisée. Donc la notion de service, elle est clé. Ils peuvent vous racheter peut-être, je ne sais pas. Natacha Blanchard, une réaction là-dessus sur une menace peut-être potentielle des GAFAM sur ce secteur? Non, je rejoins vraiment ce qui a été dit sur votre plateau. Je pense que la seconde main, l'économie circulaire, ça requiert vraiment une expertise aussi dédiée pour pouvoir vraiment la normaliser. Et actuellement, en plus, dans le secteur de la seconde main, on voit qu'il y a vraiment encore beaucoup d'espace pour tous les acteurs, pour tous les secteurs.
voilà, je pense que nous, actuellement, on voit que il y a des défis à relever aussi constamment sur la seconde main. C'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, qui évolue aussi dans le comportement des gens, dans leurs attentes. Et ça, on est vraiment à l'écoute et on voit que ça requiert vraiment une expertise vraiment dédiée sur laquelle toutes nos équipes, nous, sont très actives. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire et que la croissance de ce marché nécessite vraiment de s'y atteler. J'ai vu aussi que Celency était présent au BHV à Paris, dans au Monoprix aussi. Exactement. Quelle est l'idée là? Vous avez besoin d'un showroom physique? Alors voilà, je pense que ça s'inscrit aussi dans cette réassurance dont on vient de parler. Ça permet de crédibiliser la marque, de donner aussi de faire une rencontre entre nos clients, notre équipe, vu que c'est aussi notre équipe à l'interne qui est sur ces espaces-là, et de permettre aux gens de toucher les produits, de gagner confiance, de voir que derrière ce site, il y a des gens qui travaillent. Et donc c'est plutôt de la communication qu'un vecteur de croissance aujourd'hui, mais qui est hyper important pour asseoir la marque dans le réel et non pas uniquement dans le digital. On a besoin de quel type d'expertise quand on se lance comme ça dans cette ambition de simplifier l'accès au marché de l'occasion? Il ne faut pas être forcément un amoureux des livres, c'est plutôt un bon connaisseur en quoi? En marketing, en logistique? Alors, je pense que non, je pense que tout commence avec le livre. Nous, on a commencé, en l'occurrence pour la Bourse Livre, où on aidait nos camarades de classe à revaloriser leurs livres à l'université. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est rendu compte que la valeur qu'on apportait à des étudiants pouvait être apportée à la plupart des Français qui essayaient d'accéder à ce marché du livre d'occasion. Et c'est justement en passant du temps sur le livre, en étant capable de développer une expertise sur la qualité, parce que des livres, on en a traité des milliers, des dizaines de milliers avant d'être capable de vraiment poser cette expertise et de la partager avec nos partenaires. Et bien ça fait que on a pu vraiment développer cette minutie, cette précision qui fait qu'aujourd'hui, les acheteurs des livres qui sont vendus par la Bourse aux Livres sont très satisfaits de la qualité. Mais votre expertise, elle est dans quel domaine? Les 9 personnes typiquement qui travaillent à la Bourse aux Livres, qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Alors, ils font souvent de l'informatique. On a beaucoup de développeurs, d'ingénieurs qui nous permettent de développer l'infrastructure avec laquelle on reçoit et on expédie des milliers de livres chaque jour. Donc, tous ces livres-là, les 120 000 livres qu'on a actuellement dans nos entrepôts, tous les jours, on va en recevoir plusieurs milliers et tous les jours, on va en expédier plusieurs milliers et ils doivent être en temps réel vendus sur l'ensemble de nos canaux de distribution. Donc, ça fait une infrastructure technique qui est assez complexe, assez lourde. Et donc pour ça, on a besoin de développeurs, de gens qui vont permettre de développer aussi l'application, qui permet vraiment de simplifier l'accès au marché de l'occasion. Et puis aussi, développer aussi de l'intelligence de marché. Donc on fait aussi ce qu'on appelle du machine learning pour permettre à nos utilisateurs d'avoir des estimations de la meilleure qualité possible. Et nous, être capable finalement de créer cette confiance dont on parlait tout à l'heure. C'est quoi? C'est des outils de satisfaction client, de mesure de satisfaction client? Non, là on est vraiment en fait dans la prédiction du prix, puisque la Bourse aux Livres, nous sommes dépôt-vente. Donc en fait les utilisateurs nous confient leurs livres, on les vend pour eux. Et entre le moment où ils nous les confient et le moment où on les vend, il peut y avoir une variation de marché, puisque les prix d'occasion ne sont pas du tout fixes, ils dépendent de l'offre et de la demande. Et donc nous on développe des systèmes avec toutes les informations qu'on agrège pour être capable de prédire avec le plus de précision possible la valeur future des livres et donc donner des estimations de la meilleure qualité possible pour garder cette confiance avec l'utilisateur. Très rapidement, je vais demander à Natacha Blanchard si elle a une innovation à nous annoncer sur Vinted. Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont arriver là, dans les mois qui viennent? Alors, je rejoins aussi beaucoup Alexandre, parce que l'innovation, pour nous, c'est vraiment un projet continu, parce qu'il faut jamais cesser de chercher à s'améliorer. Nous aussi, les équipes, il y a une grosse partie qui sont des développeurs, produits, des ingénieurs, des analystes aussi. On est une plateforme en ligne, donc ça vient avec toute la sécurité qu'il faut apporter derrière aussi pour rassurer les utilisateurs. Donc, l'innovation en elle-même, la nouvelle technologie en elle-même, c'est quelque chose qui est continu. Après, je pense que si on revient vraiment à la mission de Vinted, qui est de faire de cette seconde main dans le secteur de la mode un réflexe et aussi quelque chose qui est accessible partout, par tout le monde, il y a une volonté, une ambition aussi de continuer à s'étendre sur de nouveaux marchés. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui devra arriver. Ou au-delà?
Pour l'instant, le focus est vraiment en Europe. On est présent sur 12 marchés. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et bien sûr, ça vient avec beaucoup de recrutement sur tous ces métiers qu'on a évoqués à l'instant. Chez Celency, Innovation, je sais qu'il y a un podcast qui Exactement, est un lancé. podcast qui vient de sortir là en Ouais. début d'année. Donc vous travaillez sur les contenus là. Et totalement. De toute façon, depuis le début, nous, l'idée, ça a été vraiment de valoriser cette seconde main avec un édito un peu frais, un peu décomplexé, avec énormément d'inspiration. Quand vous voyez votre table de ferme sur une brocante, peut-être elle ne vous inspirera pas tant que ça. Si nous, on vous la met dans un univers qui représente un petit peu votre intérieur, plus moderne et qui vous ressemble, alors là, vous allez passer à l'achat. Donc nous, le côté inspiration, mise en valeur est hyper important. Et du coup, le podcast, ça permet aussi de tester un nouveau vecteur qui est totalement aussi dans l'air du temps. Donc là, l'idée, c'est Charlotte qui, sur des créneaux de 45 minutes, 1 heure, va discuter au sujet du beau et de l'esthétique et de l'éthique, donc l'éthique et l'esthétique, comme on le dit chez Celency, donc vraiment le beau et le durable. Et l'idée, c'est de faire intervenir des acteurs, des philosophes, des entrepreneurs qui arrivent à concilier ces deux valeurs dans leur parcours professionnel ou personnel. Merci beaucoup. Merci à Natacha Blanchard, directrice communication chez Vinted, Merci. à Florian Auban, directeur des opérations chez Celency, et Alexandre Taillandier, cofondateur et président de la bourse Olive, pour vos témoignages. Vous êtes peut-être les futurs grands champions européens. Juste après, on retrouve notre rendez-vous du mercredi, c'est le rendez-vous Game Business. Et nous voilà de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, une société spécialisée dans l'in-game advertising, et notre chroniqueur hebdomadaire dans Smartech. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Cette semaine, on l'avait annoncé, vous allez nous éclairer sur la question de la monétisation des jeux, mais en particulier avec cette problématique de l'acceptation par les joueurs et plus particulièrement sur les jeux mobiles. Absolument. L'acceptation de la publicité dans les jeux, et plus particulièrement dans les jeux mobiles, est un enjeu central. Pourquoi ? Parce que sur les jeux mobiles, les joueurs ne vont pas acheter un jeu, mais en contrepartie de jouer, vont être exposés à un certain nombre de messages publicitaires. Et là, l'acceptation est importante parce que la difficulté pour les studios de développement et les éditeurs, c'est de passer dans les jeux mobiles un maximum de pubs, sans écœurer le joueur, parce que si le joueur est écœuré, évidemment, il va jouer moins longtemps, il va moins revenir sur le jeu, et donc au global, être moins exposé aux publicités. Donc, cette balance, en fait, elle est très compliquée pour les studios. Et l'enjeu est très important. Vous nous disiez la semaine dernière que les jeux sur mobile représentaient près de 74 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est d'énormes promesses de gains pour les annonceurs. Et oui, sur les jeux mobiles, on va jouer 10 minutes. Donc encore une fois, on ne va pas acheter un jeu. Donc l'acceptation de la publicité est centrale et la monétisation des jeux se fait principalement par la publicité. Dans les jeux mobiles, l'audience, elle est là. On l'a déjà dit, la moyenne d'âge des joueurs, c'est environ 35 ans. Et c'est des gens qui sont relativement compliqués à atteindre parce qu'ils lisent de moins en moins la presse, malheureusement. Ils regardent de moins en moins la télévision. Sur le web, ils se protègent et ils passent leur temps sur leur mobile, soit sur les réseaux sociaux, soit à jouer. Donc cette audience qui est là intéresse énormément les marques. Et c'est une audience qui, globalement, est très engagée, très attentive. Donc quand un jeu est bon, les marques se régalent et souhaitent s'associer effectivement à ce type de jeu. Et alors la question, est-ce que cette publicité est bien acceptée ? Globalement, oui. Regardez sur ce slide l'étude qui a été faite par la société eMarketer. Alors elle date un petit peu parce qu'elle date de mi-2009, mais elle dit une chose qui est très claire, c'est que globalement, la contrepartie de devoir regarder des publicités est très bien acceptée par les joueurs, notamment sur le mobile, parce qu'ils jouent gratuitement, encore une fois. Mais ce qui change, ce qui va changer dans l'acceptation, c'est le format, en fait, de cette publicité. Alors, il y a différents formats ? Il y a différents formats. Et la forme du message publicitaire, entre guillemets, va plus ou moins, on peut dire, en kikiner, si vous voulez, les joueurs. Donc, typiquement, les messages publicitaires qui sont de type audio, c'est-à-dire que vous avez un jeu et puis à un moment donné, la bande-son du jeu va être interrompue pour vous distribuer un message publicitaire. Là, c'est pas vraiment accepté. La bannière, qui est un message publicitaire en bas de vos jeux, qui se loge en bas de l'écran et qui vient vous... Bon, là pas aussi, très bien accepté non plus. C'est pas très bien accepté, oui. Parce que, typiquement pour l'audio, on l'a vu sur Spotify, quand vous écoutez Spotify et que toutes les 30 secondes, vous avez un message publicitaire,
Au bout d'un moment, voilà. On finit par s'abonner en fait. Hein. Exactement, on finit par s'abonner, sauf qu'encore une fois, dans le jeu, on ne va pas acheter le jeu. On n'achète pas un jeu auquel on va jouer 10 minutes, vraiment. Et sur la bannière, donc, non seulement elle réduit l'espace du jeu, mais en plus, on va cliquer de manière inopportune. Et donc, du coup, on est un peu énervé, quoi. Alors, il rapporte quand même de l'argent, j'imagine, ce format bannière, parce qu'on envoie, il rapporte combien aux éditeurs? Alors là, c'est intéressant, parce qu'il est enquiquinant, il est assez inefficace, mais il est quand même présent. Alors, combien est-ce qu'il rapporte? Ça dépend des géographies. Donc, typiquement en France, le format bannière va rapporter environ 30 centimes d'euros pour 1000 impressions. Aux États-Unis, c'est un peu plus. Ça va être $1 pour 1000 impressions. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire beaucoup plus, ouais. C'est beaucoup plus. Mais en France, typiquement, pour qu'un joueur rapporte 30 centimes au studio de développement, il faut qu'il soit exposé donc à 1000 bannières. 1000 bannières avec un taux de refresh de 30 secondes. Ça veut dire que le joueur doit jouer pendant 8 heures d'affilée pour apporter 30 secondes. Donc vous comprenez bien que la bannière ne peut pas être le seul élément de monétisation publicitaire dans les jeux. Alors, il y a aussi des formats interstitiels qui viennent... oui, c'est ça, interstitiels qui viennent s'immiscer dans les jeux. Ils sont un peu mieux acceptés, j'imagine? Ils sont un peu mieux acceptés. Alors, les formats interstitiels sont des formats qui pop un peu n'importe quand dans le jeu. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer, boum, votre jeu est interrompu et vous avez un message publicitaire de type vidéo que vous pouvez interrompre au bout de 5 secondes et qui vient vous présenter effectivement donc un message publicitaire. Là aussi, c'est un peu enquiquinant parce que déjà, ça pop n'importe quand vous n'y attendez pas. Et puis, mine de rien, 5 secondes, c'est quand même long. Et donc, là aussi, il faut que les studios trouvent une balance un peu intelligente pour ne pas trop écœurer le joueur. Et ce format, est-ce qu'il est bien payé aussi? Eh bien, en fait, ce format, il est bien payé par les annonceurs parce qu'il est extrêmement efficace. D'une part... Parce qu'on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Les 5 secondes, on ne l'interrompt pas forcément au bout de 5 secondes. Donc, on va souvent au bout de ce format-là. Et donc, les annonceurs vont le payer jusqu'à $8 pour 1000 impressions. C'est 25 fois plus rémunérateur pour les studios de jeux que la bannière. Donc, on comprend qu'on en est quand même pas mal dans les jeux. Encore un format à nous présenter? Oui, le format Rewarded. Alors là, pour le coup, qui est un format qui, à l'heure actuelle, est l'un format les plus appréciés des joueurs, selon moi. Pourquoi? Parce que la publicité qu'on va voir est à l'initiative du joueur. Donc là, encore une fois, on va proposer aux joueurs de voir un spot publicitaire assez long, 30 secondes, mais cette fois-ci en échange d'un avantage qu'on va avoir dans un jeu. Une vie supplémentaire, un peu plus de temps pour faire atteindre tel ou tel objectif. Et là, ce type de publicité, comme il est volontairement actionné par le joueur et que le joueur reste 30 secondes devant le message publicitaire, il va se payer très très cher. $15 pour 1000 impressions. Donc vous voyez, les annonceurs sont très intéressés à passer leur message publicitaire dans les jeux et ils vont payer très cher. Et ça fait, pour les studios de jeux, des mannes relativement intéressantes. Bon, il y a encore un autre format dont vous ne nous avez pas parlé, c'est l'in-game, qui est votre spécialité en plus. Mais on n'a plus le temps, donc je vous propose qu'on en fasse une chronique dédiée la semaine prochaine. Merci, nous prenons encore rendez-vous, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gatsby. Alors, on termine cette émission avec une découverte, c'est une innovation avec une prothèse d'un nouveau type, une prothèse intelligente. On présente souvent des exosquelettes, des prothèses pour améliorer la vie des personnes avec un handicap. Aujourd'hui, Cécilia Sévry nous fait découvrir une innovation prometteuse. Elle propose de rendre l'usage de leurs mains aux personnes amputées. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Racontez-nous. Alors vous le savez, aujourd'hui, les personnes amputées ont quand même assez peu de solutions. En fait, il y a un gap entre la prothèse classique, assez peu mobile, voire pas mobile du tout, et puis la prothèse robotique, vous l'avez dit, l'exosquelette, qui là va être beaucoup plus rare déjà à trouver, plus cher, plus lourde, bref. Il manque vraiment de solutions. Donc, ça fait l'objet de beaucoup de recherches aujourd'hui pour trouver une prothèse accessible et technologique. Celle que je vous présente aujourd'hui, c'est une innovation assez prometteuse. La start-up américaine BrainCo a mis au point en fait une nouvelle façon de comprendre les signaux électriques qui proviennent du cerveau pour détecter
l'intention de l'utilisateur pour créer un mouvement naturel. Et pour cette innovation, d'ailleurs, elle a remporté cette société en 2020 le Top Tech Award au CES. Et qu'est-ce qu'elle change, cette technologie, pour son utilisateur? Alors en fait, elle va permettre des gestes beaucoup plus complexes, comme par exemple jouer du piano ou même écrire en calligraphie. Des applications qui ne permettent pas évidemment les prothèses classiques. Alors en plus de ça, bien sûr, dans l'appareil, 24 mouvements de base sont déjà enregistrés, comme serrer la main ou alors attraper un verre d'eau. En fait, chaque signal enregistré va être transformé en mouvement grâce aux doigts articulés. Vous les voyez sur l'image. Le poignet peut même bouger à 180 degrés. La base du pouce, on l'a vu, peut bouger et même pivoter pour permettre en fait un mouvement véritablement fidèle à celui de la main humaine. Résultat, faire 6 gestes ne prend qu'entre 5 et 10 minutes, et plus vous utilisez la prothèse, et bien plus elle va devenir vivante, si j'ose dire. On a vu à l'image la précision. La précision, Comment ça fonctionne? Alors, vous le savez, le cerveau envoie des ondes cérébrales pour commander un mouvement, qui vont ensuite se transformer en signaux musculaires dans les nerfs pour orchestrer ce mouvement. Eh bien, ce contrôle par la pensée qui se passe dans notre corps, il va être traduit par la prothèse grâce à des capteurs EMG. Ce sont des capteurs électromyogrammes. Ils vont capter le signal électrique dans le nerf. Pour ça, pour que ça fonctionne, l'utilisateur doit former sa prothèse, l'entraîner à reconnaître des gestes complexes, plutôt des suites de signaux complexes pour que l'appareil reconnaisse tout de suite quelle va être la commande envoyée par le cerveau. Donc BrainCo, pour ça, utilise une plateforme logicielle dotée d'intelligence artificielle. L'utilisateur va répéter sa série de mouvements et l'IA va apprendre à la reconnaître le plus rapidement possible. L'idée, c'est que chaque série de mouvements en fonction de tel ou tel ordre donné soit reconnue dès les premiers signaux, parce que des fois, on utilise plusieurs muscles, et donc que cet enchaînement, cette partition de signaux électriques soit reconnue le plus vite possible pour créer un mouvement fluide et surtout naturel. Ça fonctionne uniquement pour les amputations de la main? Oui, alors jusqu'au coude. Soit on peut mettre que la main, soit on peut aller jusqu'au coude. Surtout, cette technologie, elle capte les signaux électriques des muscles résiduels, mais pas seulement. Des autres muscles aussi, parce qu'il arrive que les personnes amputées n'aient plus de muscles résiduels. Donc là, ils apprennent à utiliser d'autres muscles dans leurs bras pour actionner un mouvement. Et donc, cette technologie, et c'est ça qui est beau aussi là-dedans, est capable d'aller jusqu'à capter ces mouvements-là. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est l'heure du Lab, le rendez-vous où les entreprises du numérique vont faire leur pitch. J'espère que vous aurez apprécié comme moi toutes ces informations autour de la mode et de ces fripes et de ce marché de seconde main qui est en pleine explosion. Je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions autour de l'innovation.